Donc, euh, Bonjour à tous, hein, et bienvenue au webinaire numéro 28 de l'association Aftermath. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anna Smith, qui est professeure associée donc, à Delft University of Technology aux Pays-Bas. Et donc, elle va nous faire une présentation sur de la structure aux propriétés thermodynamiques et thermophysiques des combustibles nucléaires à sel fondu, études expérimentales et de modélisation. Donc, je rappelle juste que les webinars sont organisés par l'association Aftermath une fois par mois. Ils sont enregistrés et disponibles à tous donc, sur la chaîne YouTube de l'association. Que l'adhésion à l'asso est gratuite, hein, pour les doctorants et d'un coût de 25 euros pour les autres. Le prochain webinar donc, sera donné par Damien Connétable sur du calcul DFT à la donnée thermodynamique, donc Damien Connétable qui est du Cérimat de Toulouse. Et donc, si vous avez des idées, des sujets que vous souhaitez aborder dans les webinars, n'hésitez pas à contacter les membres je ne sais pas si c'est le conseil d'administration, oui, je pense, le CA. Euh, je- on m'a chargé aussi de rappeler qu'il y a une école thématique, hein, qui est organisée du 12 au 17 octobre 2025 à Fréjus, donc une école thématique donc, qui s'intitule La donnée thermodynamique de son acquisition à son utilisation. Et donc, ça peut être particulièrement utile, par exemple, pour vos étudiants, mais bon, aussi pour des chercheurs, évidemment, qui souhaitent participer. Et donc, après une présentation de 40-45 minutes, vous pourrez poser vos questions directement à l'oral ou alors dans le chat quand vous voulez. Voilà, écoute Anna, je te laisse, je te laisse commencer alors. Merci beaucoup pour l'introduction et merci beaucoup pour l'invitation. Je vais commencer par partager mon écran. Voilà, alors c'est un plaisir de pouvoir vous montrer aujourd'hui les études que l'on mène à Delft sur les sels fondus. Je voulais d'abord mettre les choses un peu en perspective et vous montrer la différence entre les réacteurs sels fondus et puis les réacteurs que l'on peut avoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme vous le savez très sûrement, le combustible utilisé dans les réacteurs à eau pressurisée est un combustible solide. C'est une céramique du dioxyde d'uranium sous forme de pellets. Et on utilise comme fluide caloporteur l'eau. Puisque ces réacteurs, pour les réacteurs à eau pressurisée, opèrent avec le caloporteur à des températures élevées, entre 320 et 350 degrés Celsius, la boucle primaire est pressurisée. Et pour générer de l'électricité, pour avoir de l'énergie, on utilise la fission de l'uranium 235 qui, lors d'un événement de fission, va nous donner deux produits de fission qui sont montrés ici, beaucoup d'énergie évidemment, et quelques neutrons supplémentaires qui pourront être utilisés pour continuer la chaîne de la réaction de fission. Ce que on regarde à Delft et puis aussi dans beaucoup d'autres instituts à travers le monde, ce sont les technologies nucléaires de demain, ce qu'on appelle les réacteurs de génération 4. Vous voyez ici une charte où on peut voir un peu l'évolution des technologies nucléaires au cours du temps. Et donc, ces technologies de génération 4 sont prévues pour après 2030. Et donc, ces réacteurs de génération 4 ont été choisis sur certains critères. Ils doivent être une technologie qui soit sûre, durable, économiquement intéressante et avec une résistance à la prolifération. Le groupe Genfo International Forum avait sélectionné il y a quelques années 6 technologies intéressantes selon ces critères. Et à Delft, on fait des études sur les réacteurs refroidis au sodium, les réacteurs refroidis au plomb, qui sont des réacteurs rapides, ainsi que sur les technologies de réacteurs de sel fondu. Et c'est ces études-là que je vais vous montrer aujourd'hui.
Donc pour donner un peu d'histoire pour ces réacteurs à sel fondu, je vais remonter à ce qui a été fait initialement à Oak Ridge dans les années 40 jusqu'aux années 70. Plusieurs prototypes ont été construits à cette époque-là et le premier, c'était le Aircraft Reactor Experiment qui avait opéré entre le 8 et 12 novembre 1954 pour un total de 1000 heures avec une puissance de 2,5 mégawatts. Et ce qu'on voit, c'est que le combustible n'est pas une céramique, mais c'est un sel fondu avec cette composition, un sel fluorure. Et puis un peu plus tard, le Molten Salt Reactor Experiment est apparu ou a été mise en place, qui a opéré entre 1965 et 1969 avec une puissance jusqu'à 7,4 mégawatts. Et là, pareil, on avait un sel fluorure qui avait cette composition-là. Donc, ces études ont été faites initialement aux États-Unis et puis ont été arrêtées pour de nombreuses années. Et avec l'impulse du Generation 4 International Forum, beaucoup d'études ont été relancées à travers le monde sur les réacteurs à sel fondu. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, la grande différence avec les réacteurs actuels, c'est le combustible et fluides caloporteurs qui sont liquides. Et ceci amène un certain nombre de propriétés intéressantes. Ça permet d'avoir dans ce type de réacteur des caractéristiques de sécurité passive inhérentes. Le réacteur opère aussi à faible pression, aux alentours de la pression atmosphérique. Il présente une très grande flexibilité du cycle du combustible et des propriétés de bonne rétention des produits de fission, ce qui est très important en conditions accidentelles. Je mentionne ici la flexibilité du cycle de combustible. Alors, pour vous donner une idée, ce genre de réacteur peut opérer avec de l'uranium 235 ainsi qu'avec d'autres isotopes, d'autres éléments. Il peut fonctionner avec le plutonium 239 qui pourrait venir de stocks civils ou militaires. Et puis, il peut aussi être opéré avec un élément fertile, le thorium 232, qui est très abondant et qui, une fois qu'il capture un neutron, devient un élément fissile, l'uranium 233. Quand on choisit le combustible pour ce genre de réacteur, on doit choisir le combustible selon un certain nombre de critères sur les propriétés. Il nous faut certaines propriétés neutroniques et ce dont je vais parler aujourd'hui, ce sont les critères sur les propriétés chimiques, thermiques et les propriétés de transport. On veut une certaine densité d'éléments fissiles. Il nous faut aussi une bonne solubilité des actinides. On cherche un sel qui a un point de fusion bas, une capacité calorifique élevée, une pression de vapeur basse et un point d'ébullition haut. Et puis en termes de propriétés de transport, on veut un sel fondu qui ne soit pas trop visqueux et qui a en même temps une bonne conductivité thermique. Mais peut-être c'est intéressant de se poser déjà la question, pourquoi est-ce qu'on étudie la chimie du combustible nucléaire? Pourquoi c'est si important? Cette chimie est vraiment clé pour le bon fonctionnement des réacteurs, comme vous allez le voir aujourd'hui. Ça détermine le comportement en fonctionnement normal, ainsi que les conséquences d'un accident. Donc, regardez la chimie de ce sel fondu qui sera le combustible, et puis comprendre ce qu'il va advenir de ce sel pendant l'opération du réacteur, c'est vraiment très important et au cœur du progrès des technologies de génération 4. Alors, pour vous donner un peu une idée des sels qui sont considérés à travers le monde en ce moment, on a vraiment deux catégories. Certains préfèrent utiliser un sel fluorure et d'autres un sel chlorure. Historiquement, ce que j'ai mentionné, ce sont les concepts d'Oak Ridge qui étaient initialement des sels fluorure. Mais maintenant, en Europe et puis aussi aux États-Unis, au Canada, il y a beaucoup de startups ainsi que de nombreux projets européens qui qui étudient des réacteurs avec divers combustibles. On a certains qui ont fait le choix d'un combustible qui serait un sel fluorure et d'autres qui font le choix d'un sel chlorure. Dans tous les cas, ce qu'il nous faut, c'est forcément un élément fissile dans ce combustible, donc de l'uranium,
Éventuellement, il peut y avoir un élément fertile s'il y a du thorium. Et puis, on a besoin d'une matrice ou de la base du sel qui sera par exemple du fluorure de lithium ou alors du fluorure de sodium, potassium, ou si c'est un sel chlorure, ça pourrait être du chlorure de sodium. En général, les combustibles sont un mélange de 3 à 4 corps purs, ce qui permet de former des mélanges eutectiques qui auront un point de fusion bas. Il est aussi intéressant de regarder évidemment ce qui va se passer lors de l'opération du réacteur, puisque on a un combustible de départ, mais dès que la fission commence, on va avoir beaucoup de nouveaux éléments qui vont apparaître et changer la chimie du combustible. On a l'influence des produits de fission. Et donc sur le tableau périodique ici, vous voyez en couleur les différents éléments qui sont des produits de fission et qui vont avoir une forme différente. Certains seront des éléments solubles dans le sel. D'autres éléments que vous voyez ici en rose auront plutôt tendance à former des précipités métalliques. Et puis certains éléments, ici krypton, xénon, etc., resteront sous la forme gaz. Donc ça, forcément, ça va apporter pas mal de complexité pour la chimie du sel. Et en addition de ça, les sels chlorure et fluorure sont particulièrement corrosifs. Et ça, c'est vraiment un des grands défis pour le développement de la technologie des réacteurs sel fondus. En général, ce qui est considéré pour les matériaux de structure, ce sont des alliages à base de nickel qui ont une bonne résistance à la corrosion. Mais malgré tout, certains éléments dans ces alliages seront quand même susceptibles de se dissoudre avec le temps dans le sel. En particulier le chromium, le chrome aura tendance à se dissoudre avec par exemple ce genre de réaction redox qui va intervenir. Ce qui veut dire qu'avec le temps, on va aussi avoir accumulation de produits de corrosion dans le sel, ce qui va changer les propriétés du sel. Et on a besoin de savoir comment ces propriétés seront affectées. Du coup, la communauté des réacteurs sel fondus a plusieurs besoins. On a vraiment besoin d'être capable de prédire les performances du combustible déjà au stade de la conception et de l'ingénierie. On voudrait développer des modèles qui prédisent le comportement dans des régions de température et composition qui ne sont pas forcément disponibles expérimentalement parce qu'il n'est pas toujours possible de faire un nombre infini d'expériences. Et les expériences deviennent aussi très compliquées si on a beaucoup d'éléments dans notre sel. Donc, ce qu'on voudrait, ce sont aussi des modèles qui ont des capacités prédictives pour les systèmes avec beaucoup d'éléments, ce qui sera le cas du combustible irradié. La méthodologie que l'on suit à Delft et puis bien sûr dans d'autres instituts à travers le monde, c'est de commencer par des études expérimentales. Typiquement, nous faisons des études de diagrammes de phase, nous étudions les propriétés thermodynamiques et aussi on fait des études de structure des sels fondus. On couple cela avec des simulations de dynamique moléculaire pour avoir plus d'informations sur la structure du sel, sur des propriétés telles que la densité et la viscosité. Et une fois que nous avons cette information, nous commençons à développer des modèles thermodynamiques des systèmes du combustible avec les produits de fission, avec les produits de corrosion. Une fois que nous avons les modèles thermodynamiques, nous pouvons utiliser ceci pour aussi aller une étape supplémentaire vers des modèles de densité et de viscosité. Cela nous permet ensuite de construire des bases de données pour des systèmes complexes avec beaucoup d'éléments et finalement d'effectuer des calculs d'application dans des conditions opératoires normales ainsi que dans des conditions opératoires tels que des scénarios d'accident. Donc, c'est un peu ce que je vais illustrer aujourd'hui, cette approche pour mettre en place ces bases de données avec énormément d'éléments. Et pour commencer par un exemple très simple, si on imagine que l'on a un réacteur sel fondu avec un combustible qui serait un mélange eutectique de chlorure de sodium avec de chlorure de plutonium,
il nous faudrait d'abord des données de diagramme de phase. Alors ça, ce sont des données qui ont été mesurées déjà en 1959 et on voit ici les données de diagramme de phase qui avaient été mesurées par calorimétrie. On construit ensuite nos modèles thermodynamiques, donc ce sont les lignes que vous pouvez voir ici, ce qui nous donne aussi l'information sur la phase gaz, par exemple. Et une fois qu'on a ce modèle, on peut définir une fenêtre d'opération du réacteur. Typiquement, on veut un sel qui a un point de fusion bas, donc on va choisir une composition près de la composition eutectique. Et on voudrait aussi rester évidemment dans la phase liquide et être assez loin du point d'ébullition. Donc, on ne va pas non plus aller trop haut en température. Donc, typiquement, le réacteur va opérer au moins 50 degrés au-dessus du point de fusion ou solidification. Et puis, on va s'assurer d'avoir un sel qui a une pression de vapeur qui ne soit pas élevée. Avec les modèles thermodynamiques, on peut calculer le diagramme de phase, mais on peut évidemment avoir beaucoup plus d'informations. Par exemple, de l'information sur la capacité calorifique du sel à une certaine température et composition. On peut calculer la pression de vapeur, avoir toute l'information sur les températures de transition. Si l'on refroidit le sel, on voudrait aussi savoir quel est le premier cristal qui va être formé lors du refroidissement. Et donc là, par exemple, si on avait une composition comme celle-ci, ou un petit peu plus sur la gauche, si on refroidissait, le premier cristal formé serait du chlorure de sodium. Donc ça, c'est toutes des informations que l'on peut obtenir avec ces modèles thermodynamiques. La méthode que l'on utilise, c'est la méthode CALFAT, et je suis assez certaine que beaucoup d'entre vous sont déjà familiers avec cette méthode. Donc, je vais juste aller brièvement sur la méthode et puis montrer quel formalisme on utilise pour les sels fondus. La méthode CALFAT est une méthode où on veut minimiser l'énergie de Gibbs totale du système, ce qui veut dire qu'on doit exprimer d'abord l'énergie de Gibbs pour toutes les phases, solide, liquide et gaz. Pour les phases condensées, on utilise typiquement cette équation qui implique que l'on ait des données d'enthalpie de formation sur les composés, que l'on ait des données sur l'entropie standard à 298 Kelvin, ainsi que des données sur la capacité calorifique en fonction de la température. Typiquement, à Delft, nous faisons des mesures de calorimétrie en solution pour mesurer l'enthalpie de formation et on utilise une calorimétrie de la relaxation thermique, en partie à Delft, en partie en collaboration avec le GRC à Karlsruhe, pour collecter des informations sur l'entropie. Et la capacité calorifique peut être mesurée par différentes techniques. L'une d'entre elles est la calorimétrie différentielle à balayage. Pour la phase liquide, on utilise un modèle de solution liquide, qui pourrait être aussi un modèle si l'on a une solution solide, où l'énergie de Gibbs est une fonction de la somme stoichiométrique des corps purs, un terme de configuration, d'entropie configurationnelle et un terme d'excès. Et donc, ce que l'on optimise vraiment dans la méthode CALFAT, c'est cette énergie d'excès, cette énergie de Gibbs d'excès, qui en fait représente la déviation à la solution idéale. Donc, ce qui est important de voir, c'est comment est-ce qu'on modélise cette énergie d'excès dans le cas des sels fondus. Alors, pour cela, on utilise le modèle qui s'appelle Quasi-Chemical Model en anglais. Alors, je pense qu'en français, ça ferait modèle quasi-chimique. Donc, c'est le Modified Quasi-Chemical Model in Quadruplet Approximation, qui est un formalisme très adapté pour les liquides ioniques et qui est aussi le formalisme qui a été adopté dans la base de données développée initialement par le JRC et puis maintenant qui est développée par le JRC et d'autres partenaires dont nous faisons partie. Et cette base de données s'appelle la JRC MSD, ce qui veut dire Joint Research Center Molten Salt Database. Donc, pour avoir des modèles compatibles pour toute la base de données, on utilise ce modèle-là pour le liquide, qui a deux sous-réseaux, un réseau cationique, un réseau anionique, et l'unité de base dans ce modèle, c'est un quadruplet qui est composé de deux anions et de cations. Donc, si on avait un mélange de fluorure de lithium et de fluorure d'uranium, on aurait pour les corps purs ce type de quadruplet.
avec ici LiLiFF, uranium, uranium, FF, et dans le mélange, on commence à former ces quadruplés. Et ce que l'on optimise dans le modèle, c'est les paramètres d'excès qui sont liés à la réaction d'échange des seconds voisins. Donc ça, c'est la réaction d'échange entre le lithium et l'uranium dans ce cas-là. Donc voici l'expression pour l'énergie de Gibbs d'excès. Et en rouge, vous voyez les paramètres que l'on optimise pour quantifier la déviation à la solution idéale. Donc voilà pour la méthode que l'on utilise. Et maintenant, je vais commencer par vous montrer les études que nous faisons, des exemples d'études que l'on fait sur la chimie des sels combustibles. J'ai montré sur quelques slides, il y a quelques slides, les compositions typiques pour le combustible qui sont envisagées. Récemment, en 2022, nous avons retrouvé une vieille publication qui avait été apparemment pas notée dans la communauté ou personne ne l'avait remarqué et qui nous présentait un sel combustible que l'on pense être très prometteur. Et donc, ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer parce que c'est assez intéressant. C'est un sel qui est à base de chlorure de sodium, de chlorure de thorium et de chlorure de plutonium. Et ce qui est très intéressant dans ce système, c'est qu'il forme deux eutectiques qui sont avec des points de fusion très bas, aux alentours de 325 degrés Celsius, ce qui est vraiment très intéressant pour l'opération du réacteur. En plus de cela, c'est un combustible qui n'est pas à base d'uranium, mais qui utiliserait par exemple du plutonium, donc qui pourrait venir des stocks des réacteurs à eau pressurisée actuels ou de stocks militaires, ce qui voudrait dire que le réacteur pourrait avoir une fonction de brûleur. Et l'autre élément dans ce sel combustible, c'est du chlorure de thorium. Le thorium étant un élément fertile, très abondant sur Terre, qui ensuite devient dans le réacteur de l'uranium 233 fissile, ce qui permettrait au réacteur d'avoir aussi une fonction de surgénérateur. Ce qui est aussi très intéressant avec ce combustible, c'est que quand on regarde plus en détail le diagramme de phase, on voit qu'un réacteur pourrait opérer avec une grande flexibilité dans le choix de la composition du combustible en termes de quantité de plutonium et de quantité de thorium. Ce qui voudrait dire que pour différents réacteurs avec différentes contraintes sur le volume, la géométrie, etc., on pourrait aussi choisir le sel pas seulement sur les propriétés thermodynamiques, mais aussi sur des critères de propriétés neutroniques, par exemple. Donc ça, c'est un sel qui a été sélectionné par au moins 2 startups en Europe. Et on continue à étudier ce sel dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Mimosa. Et donc, nous essayons de synthétiser ce sel et de remesurer ses propriétés parce que il avait initialement été mesuré par une seule étude et puis dans les années 50, si je me souviens bien, donc il faut quand même vérifier l'information. Et une de nos tâches, une des premières tâches pour ce genre d'études, c'est de synthétiser les sels s'ils ne sont pas disponibles commercialement. Parce qu'évidemment, on veut faire des études thermodynamiques, ce qui veut dire qu'on a besoin de sels extrêmement purs, avec plus de 99% de pureté au moins. Et malheureusement, ce ne sont pas des sels que l'on peut trouver commercialement avec de tels taux de pureté. Donc, ce n'est pas facile parce que les sels sont hygroscopiques, et ça, c'est pour tous les sels fluorure ou chlorure, ils sont très hygroscopiques, ce qui veut dire qu'on doit travailler en boîte à gants avec une atmosphère contrôlée. Si on a du thorium ou du plutonium, on a des sels radioactifs et ils sont aussi corrosifs, comme j'ai mentionné il y a quelque temps. Donc, à partir d'oxyde de thorium, on a pu synthétiser du thorium, de chlorure de thorium et vérifier la pureté par diffraction rayons X. On a fait ça sur un appareil de laboratoire, donc on peut dire, et ensuite on a fait ça aussi au synchrotron, on peut dire que l'échantillon est vraiment très pur, on n'a pas de phase secondaire, ce qui nous permet de faire ensuite des études thermodynamiques.
La diffraction rayons X n'est pas la seule technique que l'on peut utiliser pour vérifier la pureté. Une autre technique très complémentaire, c'est la calorimétrie balayage différentiel, qui nous permet aussi de vérifier le point de fusion et qu'il n'y ait pas d'impureté dans le sel. De façon similaire, on a synthétisé récemment du chlorure d'uranium en tétravalent et en trivalent, et on a vérifié encore la pureté par diffraction rayons X haute résolution en allant au synchrotron sur la ligne Robel à Grenoble. Malheureusement, à Delft, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas synthétiser de sel de plutonium. Alors, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est d'utiliser des éléments de substitution pour pouvoir tout de même étudier ces sels combustibles. Donc, typiquement, les lanthanides, qui sont pour la plupart trivalents dans les sels chlorure ou fluorure, nous donnent des éléments de substitution qui ont une chimie vraiment très similaire à la chimie du plutonium. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est des études que nous avons faites avec du cérium. Ce que nous voulons faire, c'était de comprendre quel était l'effet du barium comme produit de fission sur la chimie du combustible. Donc, on a imaginé, on a un combustible qui serait un mélange de chlorure de sodium, chlorure de plutonium, et on veut comprendre ce qui se passe si on ajoute du barium. Alors, on sait que le barium est un élément soluble dans le sel, ce qui voudra dire qu'on n'aura pas du barium métallique, mais du chlorure de barium. Comme on n'a pas de plutonium à Delft, on utilise le cérium et on se retrouve avec un système ternaire à étudier. On a commencé par regarder ce qu'il y avait dans la littérature et on a vu qu'il n'y avait encore pas de modèle ou pas d'étude complète sur le binaire entre le barium et le cérium. Ce que vous voyez ici, ce sont des données de la littérature entre le chlorure de barium et le chlorure de cérium. Et on voit quand on regarde ces diagrammes de phase qu'il y a quand même encore pas mal de questions et que les deux diagrammes ne sont pas en parfait accord. La première chose qu'on a faite, c'était de faire des études de calorimétrie. Ce que vous voyez en noir, ce sont les points qui ont été mesurés par nous-mêmes par calorimétrie, différentiel à balayage. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que le modèle thermodynamique final, qui est aussi représenté avec les points expérimentaux, est beaucoup plus compliqué que ce que vous aviez pu voir d'après la littérature. Et j'ai choisi ce système parce qu'il était particulièrement intéressant et aussi complexe. Donc, ce qu'on voit dans ce système, c'est qu'il y a un domaine d'homogénéité, une solution solide ici, qui est stable seulement à haute température. Alors, pour étudier cette phase, on a utilisé des mélanges que nous avons préparés, puis nous avons utilisé un four qui va à haute température, on a fait une trempe des échantillons, puis nous les avons analysés avec de la diffraction rayons X, ce qui nous a montré qu'on avait bien une seule phase à haute température et non deux phases, ce qui pouvait bien montrer qu'on avait un domaine d'homogénéité. Et sur cette figure, vous voyez l'évolution du volume de cette phase en fonction de la concentration. Et donc, les points bleus sont les points qui étaient mesurés dans ce domaine-là. Dès que l'on sort du domaine, on a fait aussi quelques mesures. On a clairement vu par diffraction rayons X qu'on avait un domaine biphasé. L'étude suivante que nous avons faite était l'étude du composé intermédiaire qui est stable dans ce système, qui a une stoichiométrie différente de celle qui était suggérée dans la littérature. Et nous avons effectué la diffraction par rayons X ainsi que la diffraction neutronique parce qu'on a la chance à Delft d'avoir aussi une ligne de diffraction neutronique. Et on a pu identifier que voici Ba3, cérium 2, Cl12 était la stoichiométrie de ce composé. Comme on voulait aussi faire un modèle thermodynamique, on a commencé également à mesurer les propriétés de ce composé. On a fait de la calorimétrie en solution pour pouvoir déterminer l'enthalpie de formation de ce composé. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le composé, on l'a dissous dans l'eau dans le calorimètre et mesuré l'enthalpie de dissolution associée à cette réaction de dissolution. On a fait la même chose pour un mélange stoichiométrique de chlorure de barium et chlorure de cérium, aussi dissous dans l'eau.
et on a mesuré de nouveau l'enthalpie de dissolution. En combinant ces enthalpies avec les enthalpies de formation pour la réaction de formation du chlorure de barium et du chlorure de cérium, on peut ensuite déduire l'enthalpie de formation de notre composé. Et ce qui est très pratique avec les sels chlorure, c'est la plupart vont se dissoudre dans de l'eau. Et donc, on n'a même pas besoin de prendre une solution très basique ou très acide pour les dissoudre. Donc, finalement, voici la donnée que l'on a pu mesurer et qu'on a utilisée pour optimiser notre modèle CALFAD. Une fois que l'on a optimisé ce modèle CALFAD du binaire entre le barium et le cérium, on a pu construire un modèle ternaire avec le chlorure de sodium, sachant qu'on a aussi optimisé ou réoptimisé les modèles entre le sodium et le barium et le sodium et le cérium. Et ce que vous voyez ici, c'est la projection du liquidus dans ce système ternaire. La question à laquelle on voulait répondre, c'était de savoir quel était l'effet de l'ajout du chlorure de barium sur le sel fondu eutectique. Donc, on n'a pas de plutonium, on utilise le cérium et on considère qu'on a un mélange eutectique, ce qui serait probablement le cas dans un réacteur. Et on s'est dit, que se passe-t-il si on ajoute jusqu'à 5% de chlorure de barium, ce qui est quand même une concentration élevée, mais c'était pour voir ce qu'il pouvait se passer. Donc, on se retrouve sur cette coupe ici, où on a 5% de chlorure de barium. Ce que vous voyez ici, c'est le diagramme de phase en rouge pour le sodium-cérium et en noir, le diagramme de phase calculé sur cette coupe. Donc, si initialement on était dans le domaine vert pour l'opération, pour le réacteur, on est dans phase liquide, tout va bien. Et si on commence à avoir beaucoup de barium dans le sel, on voit qu'on a le domaine F qui apparaît, qui est un domaine où on a une phase qui peut précipiter, c'est cette phase-là, avec le cérium, mais on peut extrapoler au plutonium, avoir la même phase avec le plutonium, ce qui voudrait dire que si la température du réacteur descend un peu trop, on se retrouve dans un domaine biphasé avec du liquide et cette phase-là avec du plutonium, ce qui est un problème parce qu'on voudrait absolument éviter qu'il y ait des éléments solides dans le sel et surtout des éléments solides avec du plutonium qui auraient vraiment des zones chaudes associées. Donc, ça nous permet d'avoir un peu une idée de ce qui se passe si on ajoute un élément de produit de fission et si ça peut être un problème. On peut faire la même chose pour plusieurs éléments. Donc, on a fait d'autres études avec le strontium, le césium, le cérium, le néodyme. Et une fois qu'on a une base de données très large, on peut ensuite faire des calculs d'application sur un combustible irradié. Donc, si on part avec un sel qui serait du sodium, du magnésium et du plutonium, on ajoute tous ces produits de fission, on peut regarder l'évolution des équilibres. Si on reste dans la zone verte, on reste dans la phase liquide, pas de problème, on est en fonctionnement sûr. Et si on venait à passer dans la phase rouge, on pourrait avoir formation de phase avec du plutonium solide. Et ça, ce serait un problème pour l'opération du réacteur. Donc ça, ce sont des études où finalement, on fait des calculs d'application avec une base de données. Et ce qu'on voudrait quand on a une base de données très large, c'est aussi d'avoir un benchmark, de vérifier les calculs. Donc, ce qu'on peut aussi faire, c'est des études expérimentales où on prend un certain sel, on ajoute plein de produits de fission et on mesure les propriétés de ce combustible simulé. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait avec un sel fluorure, LiF-THF4-UF4. On avait rajouté tous ces produits de fission sous une certaine forme qui était attendue, jusqu'à 7% de produits de fission. Et on a regardé quel était l'effet sur la température de fusion. Et là, on voit par exemple que le système initialement a une température de fusion à 829 Kelvin et que cette température descend quand on rajoute tous les produits de fission. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut comparer avec le résultat du calcul avec la base de données. D'autres études intéressantes que nous avons faites, et je ne vais pas rentrer dans le détail, seulement le mentionner,
c'est des études de rétention des produits de fission. On a fait cela en collaboration avec le GRC, parce qu'ils ont un instrument qui s'appelle KEMS, Knudsen Fusion Mass Spectrometry, qui permet de chauffer le sel et de regarder quelle est la composition de la phase vapeur en équilibre avec le sel et de voir quels éléments sont susceptibles de s'évaporer à des températures plus faibles. Et donc, on voit typiquement que le césium et l'iode sont des éléments qui vont s'évaporer rapidement. Ça, c'était la première partie que je voulais vous montrer. Et la deuxième partie sont des études que nous faisons où on veut développer des bases de données qui sont aussi couplées à la structure du sel, à la structure locale. Alors, quelle est cette structure locale des sels fondus? Si on a un sel comme du chlorure de sodium, on aura un liquide dissocié, ionique, mais dès que l'on ajoute l'uranium dedans, on va former un liquide moléculaire avec la formation de complexes comme ceci, avec différentes coordinances, et on va avoir aussi formation d'un network de polyèdres dans ce sel. Si on ajoute un élément comme le beryllium, on risque aussi de former un liquide qui sera encore plus polymérique avec la formation de dimères, trimères, tétramères et finalement d'avoir un sel qui a un network de polyèdres qui est complètement connecté. Alors, vous pouvez me dire pourquoi est-ce que c'est important de savoir ces choses-là? C'est parce que ces propriétés structurales ont un impact direct sur des propriétés telles que la viscosité du sel. Ce que vous voyez ici, c'est la viscosité de certains mélanges en fonction de la composition. En orange, on voit la viscosité du LiF-BeF2 qui augmente de plusieurs ordres de grandeur. Alors que si on ajoute de l'uranium, la viscosité augmente, mais d'un ordre de grandeur. Et ça, c'est lié aux propriétés du sel à former des complexes ou des espèces polymères. Donc, pour étudier cette structure du sel, on utilise de la spectroscopie d'absorption de rayons X. On va au synchrotron à Kara, qui est un synchrotron en Allemagne, à Karlsruhe, parce qu'on a besoin d'un faisceau de rayons X qui est très intense et on mesure nos sels au seuil du thorium L3 ou de l'uranium L3. L'EXAF ou EXAF est une technique qui est spécifique pour un élément, donc ça c'est très utile. Et c'est une technique qui est sensible au degré d'oxydation, aux distances interatomiques et au nombre de coordinances. Alors typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'à la ligne, on va mesurer l'intensité du faisceau rayons X avant un échantillon ainsi qu'après l'échantillon pour pouvoir déterminer le coefficient d'absorption des rayons X. Ce que vous voyez ici, c'est la mesure qui a été faite sur un échantillon lithium-thorium fluorure à 50% et 920 degrés. Alors, comment est-ce que l'on fait ça? Avant que je continue, j'ai oublié de mentionner, dans ce genre de mesure, il y a deux régions d'intérêt. La région basse énergie qui s'appelle le XANES et la région haute énergie qui s'appelle l'EXAF. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est plutôt la partie EXAF qui va nous donner des informations sur la structure locale. Donc, on va pouvoir voir quel est le nombre de premiers voisins, seconds voisins, etc. Comme ce sont des études que l'on fait à haute température in situ, nous sommes obligés d'avoir un four, évidemment, et c'est un four que nous avons développé il y a quelques années à Delft. Donc ici, vous voyez une photo du four que l'on a désigné, que l'on a développé à Delft et que l'on emmène avec nous au synchrotron. Typiquement, on va préparer une petite pellette d'échantillons comme c'est montré ici, et on met notre échantillon dans une cellule en nitrure de bore. Et cette cellule va ensuite dans le four. Ce four est ensuite placé dans une boîte à gants, et ça c'est pour être en accord avec les règles de radioprotection. Quand on veut mesurer de l'uranium ou du thorium, on a besoin de plusieurs confinements. Et ce que l'on fait, c'est que l'on place la boîte avec le four et l'échantillon entre une première chambre d'ionisation et une deuxième chambre d'ionisation. Comme ça, les rayons X passent par la première chambre, passent par l'échantillon et ensuite sont mesurés dans la deuxième chambre d'ionisation. Et de cette façon-là, on peut mesurer le coefficient d'absorption.
On peut faire des mesures comme ça en transmission, mais aussi en fluorescence, parce qu'on place des détecteurs de fluorescence aussi devant notre four. Alors, pour vous illustrer ce que l'on fait, typiquement, si on considère le diagramme de phase entre le lithium et le thorium, on fait des mesures 50 à 100 degrés au-dessus de la ligne de liquidus, ainsi qu'après refroidissement. Ce que vous voyez ici, ce sont les résultats. Alors, quand on fait un peu de traitement mathématique du signal du coefficient d'absorption, on a cette image-là qui est vraiment le signal EXAF. Et si on fait une Fourier transform de ce signal d'EXAF, on obtient cette figure ici, qui est peut-être plus parlante. Quand on est ici à 0 en distance, en angstrom, on est au centre du thorium, par exemple. Et ce que l'on voit ici, ce seront les premiers voisins. Donc, c'est la sphère ici de premiers voisins qui est autour du thorium. Et si on va encore plus loin en distance, on a ici ce deuxième pic qui correspond à la deuxième sphère avec les seconds voisins. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'à température ambiante, on voit deux sphères de coordination, premier voisin, deuxième voisin. Et quand on chauffe, le signal dégringole et on voit seulement les premiers voisins parce qu'on a perdu l'ordre à longue distance et on n'a vraiment que de l'ordre à distance courte. On voit aussi que la distance des premiers voisins va réduire. La distance ici interatomique entre le thorium et le chlore ou le fluor a diminué. Donc, on fait ce genre d'expérience et puis on peut ensuite faire un fit avec une équation EXAF standard pour avoir de l'information sur la structure locale. Donc, quand on fait le fit, on peut déterminer quelle est la distance entre le thorium et nos premiers voisins. Donc, dans cet exemple-là, c'était 2,3 angstrom. Et on peut aussi avoir une information sur le nombre de premiers voisins. Dans ce cas-là, on avait 7 premiers voisins en moyenne. Donc, ça nous donne une information moyennée, mais pas une information très détaillée. Si on va avoir une information plus détaillée, on est obligé de coupler ce genre d'expérience avec de la dynamique moléculaire. On utilise pour cela un modèle qui s'appelle Polarizable Ion Model, qui est très adapté au système ionique, qui a été utilisé déjà depuis plusieurs années et qui est une approche semi-classique, où les potentiels d'interaction prennent en compte les interactions charge-charge, répulsion, dispersion et polarisation. Ce que l'on peut faire, c'est qu'on a ces potentiels d'interaction et on peut simuler le spectre EXAF à partir de la dynamique moléculaire et on peut comparer avec les données expérimentales. Et c'est ce qui avait été fait ici. Si le accord est très bon, tout va bien. Et si l'accord n'est pas parfait, ce que l'on fait, c'est qu'on peut faire du fine-tuning des potentiels d'interaction de la dynamique moléculaire jusqu'à ce que l'accord soit meilleur, ce qui valide aussi nos potentiels d'interaction. Une fois que l'on a validé ces potentiels, on peut faire des calculs sur la structure locale dans des domaines de température et composition que l'on n'a pas forcément mesurés expérimentalement, ce qui nous donne vraiment une information très détaillée. Dans cet exemple, qui est un mélange entre le fluorure de lithium et l'uranium F4, on a fait ce genre d'études et ensuite, avec la dynamique moléculaire, on a pu vraiment regarder la structure locale à une certaine température en fonction de la composition. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'à composition à teneur faible en UF4, on a surtout des monomères qui ont une coordination 7, 8 et 9. Et quand on augmente la concentration en UF4, on forme des dimères et progressivement des espèces plus polymériques jusqu'à ce que tout soit connecté. Et cette information, on voudrait l'utiliser pour développer des modèles thermodynamiques où la solution liquide reproduit aussi la nature physique des sels. Les modèles que j'ai présentés précédemment, le quasi-chemical model, nous représentent le liquide avec des quadruplés. Donc, c'est très utile et ça permet vraiment de développer des bases de données très larges, mais on perd un petit peu la représentation de la nature physique des sels. Alors que l'on sait qu'il y a des formations d'espèces moléculaires et polymères d'après l'EXAF et la dynamique moléculaire. Alors, ce qu'on a fait, c'était de complexifier un peu ce modèle en introduisant des espèces et des quadruplés avec différentes coordinances.
Donc, dans cet exemple-là, le lithium-uranium, on savait qu'à teneur faible en UF4, les espèces majoritaires étaient des monomères des coordinants 7 et 8. Donc, ça, ce sont les espèces qu'on a introduites. Et quand on augmente la teneur, on commence à former des dimères et jusqu'à former des polymères. Donc, on a introduit une espèce ici dimère qui représente les dimères et toutes les espèces trimères, etc., jusqu'à former des grands polymères. Ça nous permet de reproduire la structure locale parce que ce modèle nous permet de reproduire la spéciation telle qu'elle est calculée par la dynamique moléculaire. Ce que vous voyez, la ligne, c'est le modèle et les points, ce sont les résultats des calculs de dynamique moléculaire. Donc, on peut reproduire la spéciation, mais on reproduit aussi le diagramme de phase et les propriétés thermodynamiques. Donc, c'est un modèle qui est vraiment très complet, qui va reproduire la structure locale, mais aussi toutes les propriétés thermodynamiques du sel. On a fait la même chose pour des liquides qui sont encore plus visqueux, encore plus polymériques, avec le beryllium par exemple, et c'est la même approche. On sait, d'après des études Raman de dynamique moléculaire, que l'on forme toutes ces espèces. Donc, on a introduit sur le réseau cationique, on a introduit des espèces dimères, trimères, etc., pour pouvoir vraiment représenter la nature physique de ce sel. Et c'est un modèle qui marche très bien. On peut reproduire des diagrammes de phase qui sont quand même assez compliqués, même avec des lacunes de miscibilité. On peut reproduire des enthalpies de mélange qui sont pas monotones, on va dire, qui ont aussi de la complexité. On reproduit la spéciation chimique et des coefficients d'activité. Donc ça, c'était la deuxième partie. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était l'effort que l'on fait pour coupler maintenant nos modèles thermodynamiques avec d'autres propriétés, en particulier avec la densité et la viscosité, parce que la densité et la viscosité sont aussi deux propriétés très importantes pour le fonctionnement du réacteur. Donc on part des modèles thermodynamiques, qui sont des modèles avec des quadruplés. Et ce que l'on veut, c'est avoir des modèles couplés pour la densité et la viscosité. Alors pour cela, on utilise d'abord le modèle thermodynamique et puis la densité est une fonction de la masse molaire et du volume molaire. Et ce volume molaire, ça c'est une méthodologie qui a été développée déjà il y a quelques années par Roblin et Chartrain, adaptée au modèle quasi-chimique, c'est d'exprimer le volume molaire comme un terme idéal, la somme stoichiométrique des volumes molaires pour les corps purs, et un terme d'excès comme ça. Et ce terme d'excès, il est relié au modèle thermodynamique par la distribution des quadruplés, en rouge ici. Ce terme qui est là est exprimé avec cette équation, où on a encore le lien avec le modèle thermodynamique par la distribution des quadruplés, et de façon similaire au modèle thermodynamique, où on optimise le paramètre d'excès pour la fonction de Gibbs, ce que l'on fait ici, c'est on optimise la déviation à l'idéalité pour le volume molaire. Et ce sont les paramètres en bleu que l'on optimise. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi aller plus loin et développer des modèles de viscosité en utilisant cette fonction, où la viscosité est une fonction de la constante de Planck, du nombre d'Avogadro, de ce terme exponentiel et du volume molaire. Alors, le volume molaire, c'est encore une fois le modèle de densité qui est relié à la thermodynamique. Et puis, pour le facteur exponentiel, on a ce terme G star, qui est l'énergie molaire d'activation pour un écoulement visqueux, qui est exprimé comme ceci. On a des termes en vert que l'on va optimiser et les termes en rouge qui sont la distribution des quadruplés, encore une fois, reliés à la thermodynamique. Donc, on a fait ça pour certains sels combustibles sur des données que nous pouvions trouver dans la littérature. Et la méthode est vraiment une approche de type CALFAT, c'est-à-dire qu'on doit d'abord modéliser la densité et viscosité des corps purs. Ensuite, on peut modéliser les mélanges binaires. Et finalement, on peut extrapoler pour la densité et viscosité des mélanges ternaires. Et ce que vous voyez ici, c'est un exemple avec un mélange UF4-THF4 et un mélange pour les chlorures avec de l'UCl3.
Finalement, la prochaine étape pour nous, ce sera de faire cette modélisation pour un combustible irradié. On a fait pour l'instant pour un combustible, on va dire frais, avant l'opération du réacteur, mais comme je l'ai expliqué précédemment, on va avoir beaucoup de produits de fission et ils vont aussi avoir un effet sur la densité et viscosité. Et ce qu'on va faire dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Endurance, c'est de développer des modèles de densité et viscosité pour des systèmes où on aura des produits de fission de façon à avoir des modèles qui soient représentatifs pour du combustible irradié avec une multitude de produits de fission. Je vais m'arrêter là. Et puis, avant de terminer, je voulais vous présenter l'équipe avec laquelle je travaille, qui a fait tout ce beau travail que je viens de présenter, avec toute une équipe de thésards, de postdocs, dont les noms sont écrits ici. J'ai aussi la chance de pouvoir travailler avec des techniciens qui sont très, très motivés, et sans eux, toutes ces études ne seraient pas possibles. Et nous avons aussi beaucoup d'étudiants de bachelor, master qui viennent pour des durées plus courtes avec nous et qui sont aussi très enthousiastes et qui font vraiment avancer les choses aussi. Et puis finalement, nous avons plein de collaborateurs, Cara, JRC, Concordia University, Sorbonne Université, Orano, NRG, à l'ESRF. Et sans eux, ces études ne seraient également pas possibles. Donc, je voulais vous les présenter et aussi les remercier. Finalement, merci pour votre attention et je suis maintenant prête pour vos questions. Merci beaucoup, Anna, pour cette belle présentation. Et ben, donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Je poserai volontiers une question. Je ne sais pas lever la main avec Zoom. Je suis familier de Teams. Bon, t'entends, c'est bon, hein? Tout va bien, oui, Oui, j'entends. vas-y. Super. Donc, Marc Lomello, Annecy. Donc Anna, bravo pour cette présentation vraiment très, très pédagogique et je suis impressionné par le travail expérimental qui est fait là sur des matériaux extrêmement réactifs, hygroscopie radioactive, corrosif Mhm. et bon, vraiment chapeau à toute l'équipe. J'aurais une question concernant la première partie. Mhm. Pour substituer le plutonium dans les études, vous avez choisi le cérium Mhm. et ben, je m'attendais plutôt à remonter tout droit dans la classification et aboutir sur du samarium. Donc, quelle est la motivation principale Mhm. d'utilisation du cérium? Ben, merci pour pour les mots gentils déjà, et merci pour la question. Alors en fin de compte, ce que j'ai montré ici, c'est seulement le cérium, effectivement, mais on a fait toute une étude pour savoir quel était l'élément le plus approprié. Je vais peut-être remonter sur les slides. Et en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les études thermodynamiques. Donc, ce que l'on regarde principalement, c'est le point de fusion pour bien représenter le diagramme de phase. Et en fait, l'étudiant Denis Alders, vous avez vu la photo, ce qu'il avait fait, c'était qu'il avait comparé les courbes de Liquidus pour tous les systèmes avec tous les lanthanides qu'il a pu trouver. Donc, en fait, quand il pouvait trouver des, des diagrammes de phase, il les a comparés. Et ce qu'on a trouvé, c'est que le cérium et le néodyme sont les deux éléments qui représentent le mieux le comportement de point de fusion pour les sels. Donc, par exemple, il a comparé les mélanges NaCl, lanthane, Cl3, cérium, samarium, on l'a aussi comparé, mais finalement, c'était le cérium et le néodyme qui ont le comportement le plus proche de l'uranium et du plutonium. Donc, ce sont les deux éléments qu'on étudie en priorité. Et c'est vrai que ça, c'est pour la thermodynamique, mais je sais que pour les gens qui font de la corrosion, ils auraient tendance à considérer que le cérium est un meilleur élément de substitution pour le plutonium que le néodyme, par exemple, parce qu'on sait que le cérium a tendance à former des espèces oxychlorures, CeOCl,
ce qui est très similaire à ce qui se passe avec le plutonium. Et ça se passe pas forcément au moins avec le néodyme. Donc, selon l'étude que l'on fait, l'élément de substitution peut être différent. Très bien. Merci, encore bravo. Merci. Je crois que Enrika, tu as une question? Oui, merci Christine. Et merci Anna pour la présentation. Elle était vraiment super claire et riche. Merci. Euh, J'avais alors une question parce que les premières minutes, j'avais des problèmes de son, mais tu l'as probablement dit. Mais j'étais curieuse de savoir pourquoi il y a eu ces passages d'intérêt vers des fluorures vers les chlorures aujourd'hui. Mhm, mhm. Pourquoi on a commencé à étudier les chlorures alors qu'il y a 10 ans, je pense, c'était plutôt les fluorures. Et la deuxième question, c'était concernant les accidents. Quels sont les scénarios possibles et quel système il faudra étudier? Est-ce qu'il faudra penser plutôt, déjà il y aura des augmentations de température? Est-ce qu'il faut plutôt regarder les interactions avec les matériaux de structure ou des interactions avec l'air qui peut rentrer du coup en cas d'accident? Ok, je vais commencer par la première question. Donc la première question, c'était pourquoi les chlorures? Et c'est vrai que initialement aux États-Unis, l'intérêt était vraiment sur les fluorures et l'intérêt est vraiment très récent sur les chlorures. Et c'est lié aussi au fait que l'on voudrait intégrer en Europe et en France en particulier, voudrait intégrer les sels ou les réacteurs sels fondus avec les réacteurs à eau pressurisée et au cycle du combustible. Et en fin de compte, un problème avec les fluorures, c'est qu'on ne peut pas les dissoudre facilement dans une solution aqueuse, alors que c'est beaucoup plus facile pour les chlorures. Ce qui veut dire que si on a un cycle du combustible où on peut imaginer qu'on a des réacteurs à eau pressurisée encore, mais aussi un certain nombre de réacteurs au sel fondu, il sera beaucoup plus facile d'intégrer en français, je suis pas sûre, le reprocessing et la fabrication des sels chlorures que des sels fluorures. Donc ça, c'est un peu la motivation en Europe pour regarder les sels chlorures. Et dans le projet Mimosa, qui est ici, c'est un projet européen, où Orano, par exemple, est aussi partenaire, on regarde ces sels chlorures parce que c'est vraiment dans l'optique de pouvoir intégrer les réacteurs sels fondus dans le réseau existant des réacteurs, avec aussi avec un combustible oxyde. Donc c'est plus facile. Ce qui est important, c'est que si on utilise des sels chlorures, ça implique qu'on va avoir un spectre rapide des neutrons. Alors que si on a un sel fluorure, on peut travailler avec un réacteur qui a pas forcément un spectre rapide. Donc ça a aussi une influence sur le design du réacteur. Et la deuxième question, elle n'est pas évidente parce que justement, je sais plus, c'était cette slide-là ou la slide d'avant. Non, c'est un peu plus près. Les conditions accidentelles pour un réacteur à sel fondu sont pas évidentes à définir parce que par design, le réacteur doit avoir des caractéristiques de sécurité passive. Il opère à pression atmosphérique, donc il n'y a pas en anglais, driving force, en français, je ne sais plus, pour la dispersion des éléments radioactifs et des produits de fission. Donc, ce qu'on peut imaginer, effectivement, ce serait un peu d'augmentation de température, mais les sels fondus ont un aspect de sécurité passive inhérente. Quand la température augmente, le sel, à cause de l'expansion thermique, va prendre plus de volume. Et du coup, les éléments fissiles vont être plus éloignés les uns des autres, ce qui va ce qui va obliger en fait la réaction de fission à ralentir. Et on aura la matière fissile qui va sortir un peu du cœur du réacteur et donc de façon automatique, quand la température augmente, il y a une autorégulation qui ramène la température plus bas. Donc normalement, des scénarios où la température augmente énormément ne sont pas vraiment envisageables. Après, ce qui va se passer effectivement, c'est que comme le sel est corrosif,
avec le temps, les matériaux de structure vont se détériorer. Donc, moi, je parle surtout de l'aspect sur l'impact sur les propriétés du sel, mais forcément, le matériau de structure va être dégradé. Donc, ça veut dire qu'il y a des études de corrosion qui sont aussi faites pour savoir combien d'années on peut utiliser les matériaux de structure avant de les remplacer. Et il y a certaines startups qui, pour être vraiment en conditions sûres, décident, par exemple, d'utiliser les matériaux de structure un certain nombre d'années de façon un peu conservative et qui vont tout remplacer après ces quelques années pour pas avoir vraiment de problèmes liés aux matériaux de dégradation. Et puis finalement, la dernière option évoquée, c'était le phénomène, on peut avoir de l'oxygène ou de l'eau qui rentrerait. C'est vrai que c'est pas à exclure non plus. Et donc là, il y a des études aussi qui sont faites, mais c'est pas très développé, je dirais, pour savoir quel est l'impact sur les propriétés, par exemple, si effectivement on a de l'eau ou de l'oxygène. Parce que ce qui va se passer tout de suite, c'est qu'on va avoir formation d'oxyde, on va avoir formation de UOCl2, des oxychlorures, des oxyfluorures, etc. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est pas il y a des études qui sont faites pour aussi euh, décider quels sont les scénarios accidentels possibles. C'est pour ça aussi que dans le processus de pour obtenir une licence pour ce genre de réacteur, c'est pas forcément évident parce que les scénarios accidentels sont très différents d'un réacteur à eau pressurisé. Ok, merci beaucoup. Ok, Guillaume, tu as des questions? Voilà. Oui, merci beaucoup pour la présentation vraiment très intéressante et vraiment d'une clarté remarquable. J'avais une Merci. question par rapport à donc à votre modèle qui prend en compte des informations sur la structure en plus de la thermodynamique. Mhm. J'imagine que c'est des informations qui vont être nécessaires pour modéliser ensuite les viscosités que vous avez mentionnées qui peuvent varier très fortement. Ce que je me demande, enfin, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que ça va beaucoup augmenter le nombre de paramètres que vous devez ajuster et vous Mhm. avez probablement donc, enfin, l'ambition d'avoir Oui. une base avec énormément d'éléments. Est-ce Oui. que enfin, j'imagine que c'est un challenge et comment est-ce que vous pensez y faire face? Oui, merci pour cette question parce que du coup, tout à fait, j'ai eu la même réflexion parce on peut effectivement introduire beaucoup de paramètres, hein, mais bon, ça complexifie énormément la base de données. Alors du coup, ce qu'on a décidé, c'était de en fait prendre l'extrême du beryllium, parce que comme j'avais montré au début, si on a un mélange LiF-BeF2, on est vraiment en condition maximale au niveau de la viscosité. Et donc, l'élément qu'on a pris pour le beryllium, c'est jusqu'à l'introduction de trimère. Et c'est quelque chose que l'on fait dans aucun autre système. L'espèce maximale, on va dire, que l'on introduit dans les autres systèmes avec de l'uranium, ce sera les dimères. Donc là, on voit que j'ai du Be3, mais ici, on a de l'uranium 2. Donc ça déjà diminue un peu le nombre de paramètres. Et pour les espèces monomériques, on se limite au maximum à 2. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on fait les calculs sur la spéciation, on peut trouver peut-être 3 coordinances qui vont être les coordinances prédominantes, mais en général, il y en a au moins 2 qui sont vraiment majoritaires par rapport aux autres. Donc, on essaye effectivement de limiter le plus possible le nombre de degrés de liberté, le nombre de paramètres. Autrement, ça devient impossible. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pourrais peut-être poser une question. Je suis Oui. ici du suivi du SAM à la SNR. Mhm. Et ma question un peu, c'est un peu en lien avec euh, le fonctionnement normal. On sait bien que le combustible va subir en permanence une irradiation. Donc, ça veut dire qu'il y aura a priori un décalage par rapport à l'équilibre. Y a-t-il un moyen de savoir à peu près l'impact de ce décalage sur... on va être a priori vers un pseudo-équilibre en permanence, qui n'est pas celui calculé avec les diagrammes de phase.
Est-ce qu'on peut avoir une idée du risque qu'on sort du carré initial visé pour la stabilité du système? Oui, alors c'est vrai qu'en effet, on fait une hypothèse qui est qu'on simule le comportement du combustible irradié avec des calculs d'équilibre. Et en fait, la communauté répond à cette question en disant on est dans un liquide, on est à température élevée, donc on s'approche très très rapidement de l'équilibre. Donc en fait, on considère que le comportement sera plus ou moins celui qu'on calcule avec le calcul d'équilibre. Mais je connais pas d'études qui vraiment regardent cette question en grand détail, on va dire. Parce que je suis d'accord avec vous que c'est une question très importante. Merci. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas. J'arrive pas à lever la main. Bon, ben, je pense qu'on va terminer là. Alors, ben, merci beaucoup encore Anna pour cette très belle présentation, très, très complète de toutes les Merci. études. Et merci à tous d'avoir participé au webinaire. Et donc, ben, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Merci. Au Merci. revoir. Merci Au Anna, au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.